Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 5 ans jour pour jour, Paris et Saint-Denis commémorent aujourd'hui les attaques du 13 novembre 2015 et c'est la France tout entière qui rend hommage aux victimes des attentats. Un traumatisme encore à vif dans les mémoires individuelles et collectives. Chacun sûrement se rappelle de ce qu'il faisait ce soir-là. Alors quelle est la mémoire des attentats du 13 novembre chez les survivants parmi les Français? Comment se construit cette mémoire collective traumatique? Pour répondre à cette question, je suis en compagnie de la sociologue Laura Nattiez et de l'historien Denis Péchanski. Bonjour à tous les deux. Vous publiez un témoignage, une série de témoignages. C'est un ouvrage complètement inédit, en tout cas pour évoquer ce type d'événement, en l'occurrence les attentats du 13 novembre. Denis Péchanski, ce livre, je l'ai sous les yeux. Il a été coécrit également avec Cécile Hochard. Il est publié aux éditions Odile Jacob. Qu'avez-vous cherché à faire au travers de cet ouvrage ? On a pour singularité d'avoir lancé un programme de 12 ans sur la construction de la mémoire individuelle et la mémoire collective et finalement comment elles interagissent, mémoire individuelle et mémoire collective, d'un événement qui est un événement traumatique. À partir de là, l'un des volets de notre programme, que je co-dirige avec un neuroscientifique, Francis Eustache, l'un des volets est ce qu'on appelle l'étude 1000, c'est-à-dire le suivi d'une sorte de cohorte de 1000 personnes qui, du plus près au plus lointain de l'événement, nous racontent leur 13 novembre. Et là, le livre reprend la première phase, c'est-à-dire les entretiens de 2016 à 8 mois de l'événement. C'est important parce qu'on est à proximité de l'événement. Et essentiellement le cercle 1, c'est-à-dire les personnes exposées. Alors, les personnes exposées sur les victimes, les intervenants, policiers, magistrats, elles étaient médecins, autres, et les petit parents endeuillés. Donc, on suit effectivement ces différents témoignages. C'est une sorte de collage. Ça fait penser, d'ailleurs, vous l'évoquez dans la préface à la prix Nobel de littérature biélorusse Vletana Alexievitch qui, par exemple, dans La supplication ou dans La fin de l'homme rouge, donne la parole à différentes voix et construit ainsi un récit. On l'avait reçu au matin pour évoquer cette manière particulière d'écrire un événement. Concrètement, Laura Nattiez, comment ont été recueillis ces témoignages et quels choix avez-vous opéré? Puisqu'on imagine que vous avez un matériau extrêmement imposant au départ, avant d'écrire ce livre avec ces 1000 filaments de voix que l'on retrouve donc au fil de ces pages. Tout à fait. Alors, les entretiens ont la particularité d'avoir été recueillis tous de la même manière, avec un guide d'entretien, ce qu'on appelle dans le jargon, qui est identique pour tous les volontaires qui viennent participer, tous les enquêtés. Et donc, on est dans un studio d'enregistrement à l'INA, avec un chercheur, un preneur de son et un preneur d'images. Et effectivement, nous avions sur le cercle 1, sur ces personnes directement touchées par ces attentats, 360 témoignages, ce qui est à peu près inédit dans une recherche sociologique, en tout cas à ma connaissance. Et donc nous avions ce matériau d'une richesse absolument exceptionnelle. Et il a fallu effectivement faire un tri pour effectuer donc un récit de référence, c'est-à-dire le récit le plus précis et le plus exhaustif possible, sans tomber, alors ça c'était vraiment notre problématique tout au long de l'écriture. On suivait une ligne de crête assez ténue, sans tomber sans édulcorer les faits, c'est-à-dire qu'il nous semblait important de tout raconter, mais sans tomber jamais dans un discours qui pourrait être voyeuriste, qui pourrait être un peu gore ou qui serait dans le pathos, etc. Donc c'est vraiment comme ça que nous avons choisi cet assemblage de témoignages. Donc on a 170 presque témoignages extraits de témoignages dans le livre. Qui sont très dissemblables parce que ça va aussi bien donc d'une personne qui dînait au Petit Cambodge au chef de la BRI qui raconte la manière dont il négocie avec les preneurs d'otages. Tout à fait, et c'est la richesse à mon avis de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on a tous ces points de vue-là qui racontent leur 13 novembre, la manière dont eux ils l'ont vécu, ils l'ont vu. Et en les mettant ensemble, en les faisant dialoguer, et en faisant dialoguer ces témoignages avec d'autres sources, eh bien on arrive
à ce que j'appelle le récit de référence, c'est-à-dire un récit extrêmement complet, dans les moindres détails, de ce qui s'est passé le soir du 13 novembre. Mais alors, Denis Péchanski, Svetlana Alexievitch, elle fait de la littérature et donc elle n'a pas un certain nombre de principes qui sont tenus par l'histoire, par la réalité des faits. Vous, justement, comment avez-vous procédé par rapport à ces différents récits? Est-ce que ceux-ci provoquent différentes versions de ces attentats, parce qu'il y en a eu plusieurs, comme on s'en souvient, le 13 novembre, il y a eu différents lieux qui ont été touchés de différentes manières. Comment donner une cohérence à ces points de vue qui sont évidemment hétérogènes? Déjà, la référence littéraire que vous citez, d'Alexievitch et de Tchernobyl, on est allé la chercher après coup, pour être honnête, parce qu'on essayait de savoir si on avait l'équivalent. D'abord en histoire, en sociologie, ensuite éventuellement ailleurs. On a trouvé en littérature ce type d'approche. On n'a aucune vocation, évidemment, de se mettre pas en concurrence, mais en comparaison même avec ce prix Nobel exceptionnel. Mais on voit bien la différence d'approche. C'est-à-dire qu'elle construit un discours littéraire à partir des témoignages, et les témoignages eux-mêmes sont reconstruits, ce qui donne une force exceptionnelle à son livre. Mais nous, c'est autre chose. Nous, on part de la parole des témoins et on a respecté strictement la parole des témoins en suivant ce que vient de dire Laura Nathiez. On suit très strictement le même protocole. C'est la seule façon d'arriver, en quelque sorte, de passer de la vérité du témoin à la vérité de l'événement. C'est l'un des enjeux, comme on dit dans notre jargon, un enjeu épistémologique majeur. C'est-à-dire que, je suis spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, je travaille depuis quand même un petit peu de temps avec les questions du témoignage, et on était confronté à ça. Alors, à partir du moment où on prend le témoignage comme objet de recherche, là, on accepte ce que dit la personne, que ce qu'elle dise soit juste, entre guillemets, ou qu'il y ait des erreurs, parce que l'erreur est porteuse de sens. Là, on passe à un niveau différent. Qu'est-ce qu'une erreur ? Dans ce contexte-là, Denis, l'erreur, c'est le rapport, par exemple, une personne qui va nous dire, parce qu'elle est policier, parce que la personne est policière et qu'elle est arrivée dès le début, qu'elle est policière de base du 11e, qu'il y a un moment de colère, elle va nous dire, oui, il y en a que pour la BRI, par exemple. Et la BRI, alors qu'ils sont arrivés 1 heure plus tard, alors on ne va pas intervenir en disant, écoutez, cher ami, c'est pas 1 heure, c'est en fait 27 minutes. Ben oui, parce qu'on se rend compte aussi, et c'est... Hélas, l'importance de ces témoignages, Denis Péchanski, est qu'il y a finalement, par hasard, un policier de la BAC qui rentre avec un collègue au Bataclan, qui va réussir à mettre hors d'état de nuire un terroriste. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de mort au Bataclan, du côté de ceux qui ont été pris en otage, Laura Nathiez? Oui, tout à fait, et c'est un élément important. Il y a malheureusement des gens qui vont décéder par la suite de leurs blessures, mais il n'y a plus de tirs mortels sur les personnes qui étaient présentes. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Et ça rentre, si on va au-delà de votre question, dans toute la démarche du livre, c'est qu'il y avait aussi dans cette volonté de faire un récit de référence, une volonté d'offrir ce récit contre les théories alternatives ou contre les théories un peu complotistes qui peuvent émerger. Et de ce point de vue-là, c'était très important de faire ça. Et donc là, effectivement, on a ces témoignages-là. On a également des rapports de police, etc., qui effectivement sont formels de ce point de vue-là. À partir du moment où le terroriste est abattu sur scène, le premier terroriste, par le commissaire de la BAC et son chauffeur, il n'y a plus de tirs mortels dans le Bataclan. Et donc ça, on peut être absolument catégorique de ce point de vue-là. Et sur plein d'autres éléments également. Lesquels ? Donnez-nous des exemples. Eh bien, par exemple, il y a un chapitre sur le Bataclan qui interroge un échange de coups de feu entre les terroristes et les forces de l'ordre. Il me semble, je n'ai pas trouvé d'analyse là-dessus dans d'autres écrits. Et là, on le détaille vraiment de manière très très fine pour essayer de comprendre d'où viennent ces tirs. Est-ce qu'ils viennent du rez-de-chaussée, est-ce qu'ils viennent du premier étage? En fait, ils viennent des deux endroits, donc il y a 2 moments d'échange de tirs. Ça peut paraître anodin quand on le raconte comme ça. Néanmoins, à la fois pour les victimes, pour leurs proches, et puis pour l'histoire, pour la mémoire collective, c'est important de le savoir. Denis Péchanski?
On va prendre un autre exemple au Stade de France, pour ne pas se polariser toujours sur le Bataclan, qui est évidemment le lieu référence quand on parle du 13 novembre. Au Stade de France, on le sait, mais on en parle rarement. En fait, il y a eu 3 explosions, mais surtout les 2 premières explosions sont autour de 21h20. La deuxième est à 21h53. C'est-à-dire qu'on est en pleine mi-temps. Si jamais le président de la République et Hollande et les autorités policières avaient dit bon, on évacue tranquillement le stade compte tenu de la situation, c'était le massacre. Ils ont décidé de faire continuer le match, heureusement. Alors, vous montrez effectivement François Hollande, Denis Péchanski, avec une obsession, semble-t-il, que le stade ne soit pas du tout évacué, alors même qu'à ce moment-là, François Hollande et les différents ministres savent qu'il y a eu déjà 2 détonations et que ces 2 détonations correspondent à un attentat et pas à un pétard, parce que je dois dire qu'il est sans cesse question de pétard dans ce livre, parce que c'est l'irruption dans un quotidien absolument banal d'un événement qui ne l'est pas. Et au début, les personnes dont vous transcrivez les discours, évoquent tout simplement des pétards, un bruit qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et alors là, on dit finalement à ces gens qui sont au Stade de France de rester en place, les stadiers prennent position pour que la foule n'évacue pas le stade. Oui, et c'est un moment crucial dans cette histoire-là. Imaginez la situation s'ils avaient fait évacuer, que le 3e terroriste se faisait exploser au milieu de la foule. Déjà, il y avait plusieurs dizaines de morts, et dans la panique qui suivait, les personnes piétinaient. Donc, il y avait l'horreur, déjà, avec ce qui s'est passé. Imaginez ce qu'aurait signifié une telle situation. Donc voilà, il y a quelques moments comme ça, et au-delà même des moments, il y a aussi des figures qui réémergent. On parle rarement, vous l'avez fait tout à l'heure, avec Georges Saline, on parle rarement des parents endeuillés. Bon. Et nous, on a un chapitre entier sur les proches, sur l'après. Parce que, par exemple, le magnifique documentaire des frères Naudet et sur le 13 novembre s'arrête juste à la fin du Bataclan. Mais sauf qu'il s'est passé des choses après. Et c'est ce qu'on raconte. Et ce dernier chapitre, qui est sans doute le plus dur, parce que c'est la recherche des enfants, quoi. Enfin bon, des enfants, je parle de mon âge, quoi. Bon, voilà, j'ai le même âge que les parents qui cherchaient leurs gosses, et des gosses qui sont morts, et ça a pu durer 2 jours, 3 jours, enfin, et avec en plus ce qui s'est passé à l'Institut médico-légal. Et ce chapitre-là fait émerger cette image du parent endeuillé qui est rarement présentée, alors même que c'est une dimension absolument fondamentale des conséquences psychiques, psychologiques et physiques de ces attentats. Laura Natiez. Oui, Denis Péchanski a tout à fait raison, cette figure des endeuillés. Mais je dirais, au-delà de ça, même ce chapitre sur les proches montre en filigrane toute la solidarité qui se met en place autour, à la fois le soir même, les gens qui cherchent, ce qu'on a tous fait, d'appeler nos proches pour savoir s'ils allaient bien. Ensuite, la solidarité qui s'est mise en place autour des gens qui cherchaient quelqu'un. Tout le monde a commencé à mobiliser les uns et les autres qu'on connaissait dans les hôpitaux. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'on a perdu quelqu'un, ce que nous disent tous les parents endeuillés, c'est que leur maison a été complètement ouverte. Ça a été une solidarité transgénérationnelle où finalement les uns et les autres venaient au domicile et pour faire corps dans cette douleur. Mais il y a d'ailleurs des scènes d'entraide pendant l'attentat. Par exemple, au Bataclan, il s'agit évidemment de fuir les terroristes qui tirent dès que les spectateurs, ceux qui sont allés à un concert, se rendent compte qu'il y a des terroristes, et alors ils se réfugient dans des toilettes et ils réussissent à détruire la paroi de ces toilettes, et donc il faut monter pour se cacher en haut dans le toit du Bataclan, et évidemment monter c'est compliqué. Et bien là il y a une entraide qui s'opère, alors que dans la représentation qu'on peut se faire, on peut se dire que dans ces scènes de panique on ne pense plus aux autres. C'est tout le contraire qui se passe, Laura Natiez.
Tout à fait. Et de ce point de vue-là, on s'inscrit totalement dans ce qu'a montré Guillaume Dezecache dans l'article qui vient de sortir face aux attentats. On n'est pas du tout dans cette réaction de sauf qui peut ou de chacun pour soi qui pourrait être intuitivement ce qu'on pense dans une réaction de survie. Au contraire, il y a une réaction d'entraide. Alors vous parliez du moment où les personnes cassent le faux plafond pour accéder. Puis d'ailleurs, dans le livre, ils racontent, ils font la queue. Donc tout le monde attend son tour pour monter, etc. Au-delà de ça, il y a des gestes parfois qui sont beaucoup plus petits, simplement de prendre la main de quelqu'un, de crier, ça c'est un geste très fort, de crier les terroristes sont en train de recharger, vous pouvez sortir, en se mettant soi-même en danger. Sur les terrasses, une fois que les terroristes partent, immédiatement les victimes indemnes se mobilisent pour aider les uns et les autres. Alors c'est très rudimentaire parce que c'est ce qu'on a sur place, c'est une ceinture, un t-shirt, mais il y a effectivement cette solidarité impressionnante qui se met en place. Et qui montre effectivement qu'il y a encore de l'humanité, y compris pour des gens qui ne se connaissent pas, qui sont finalement là uniquement par le hasard, dont le quotidien, parce que c'est ça aussi qui frappe beaucoup dans le récit que vous faites de ce 13 novembre. C'est évidemment un quotidien extrêmement banal. Ce sont des gens qui sont en train de prendre un verre, de dîner, d'aller au match et qui se retrouvent pris dans cette tourmente. On va continuer à évoquer ce 13 novembre et tout le travail que vous faites sur la mémoire par rapport, puisque vous l'évoquiez, aux théories complotiste et puis aussi plus généralement au négationnisme par rapport à ces attentats, et puis quelle forme de mémoire se met en place pour tous ces attentats, parce que hélas le 13 novembre est une date, mais il y a eu d'autres dates. Votre livre, donc Des témoignages, un récit, Laura Nathiès, Denis Péchanski et Cécile Hochard, est publié aux éditions Odile Jacob. Il est 8h sur France Culture.